Son visage était partiellement couvert par ses cheveux, mais ce que je pouvais distinguer n'était pas humain. Je n'oublierai jamais le voyage qui a changé ma vie pour toujours. C'était censé être une aventure extraordinaire, une opportunité unique de découvrir les mystères de l'Amazonie et de documenter les tribus isolées qui habitent cette vaste et énigmatique forêt. Avec un groupe composé de chercheurs, de documentaristes et de quelques touristes avides d'aventure, nous étions prêts à plonger dans le cœur de l'inconnu. Notre guide, Carlos, un homme robuste aux yeux perçants et à l'expérience impressionnante, nous avait mis en garde dès le début. Il y avait des règles strictes à suivre, surtout en ce qui concernait l'interaction avec les tribus locales. Dès notre arrivée, la densité de la forêt nous enveloppait de toutes parts. L'humidité était étouffante, et chaque pas semblait résonner dans ce labyrinthe végétal. Carlos nous avait expliqué qu'une des tribus que nous allions rencontrer était connue pour ses pratiques cannibales. Ne les regardez jamais directement dans les yeux, et seul moi leur adresserai la parole, avait-il insisté. Sa voix grave ne laissait aucune place à l'interprétation. Le 3e jour de notre expédition, nous atteignîmes le territoire de la tribu. Le village était simple mais soigneusement organisé, avec des huttes en bois et en feuilles, et une grande place centrale où les villageois se rassemblaient. Nous étions fascinés mais également nerveux. Les membres de la tribu nous observaient avec une intensité palpable, leurs visages peints et leurs regards perçants nous suivant à chaque mouvement. Tout semblait se dérouler sans incident jusqu'à ce qu'un des touristes, un Anglais nommé Jonathan, décide d'interagir avec l'un des enfants de la tribu. Ignorant les avertissements de Carlos, Jonathan tenta de lui offrir une friandise et de lui parler. Le silence lourd de la place centrale se brisa alors par un cri strident. Les villageois se mirent à crier, des sons sauvages et menaçants résonnant dans l'air humide. Les membres de la tribu sortirent des armes rudimentaires mais terrifiantes, des lances, des flèches et des massues. Carlos tenta désespérément de calmer la situation, expliquant que Jonathan n'avait pas compris les règles, que son geste n'était pas intentionnellement irrespectueux. Mais il était clair que la tribu ne voulait rien entendre. Ils nous ordonnèrent de partir immédiatement, sauf Jonathan. La terreur déforma son visage lorsqu'il réalisa ce qui allait se passer. Pris de panique, Jonathan fit l'impensable. Il se retourna et courut vers nous. Ce fut le signal pour la tribu. Des flèches commencèrent à siffler dans l'air, certaines se plantant dangereusement près de nous. Le chaos s'ensuivit. Nous courions tous pour sauver notre vie, le cœur battant à tout rompre. La forêt, autrefois une toile de fond majestueuse, devint une prison oppressante. Le bruit des flèches et les cris de la tribu résonnaient derrière nous. L'adrénaline et la peur nous poussaient à courir plus vite que nous ne l'aurions cru possible. Après ce qui sembla être une éternité, nous atteignîmes enfin le bateau qui nous avait amenés ici. À bout de souffle, nous montâmes à bord et nous éloignâmes du rivage. Nous avions survécu, mais à quel prix? Jonathan n'avait pas eu cette chance. Le silence dans le bateau était lourd de chagrin et de culpabilité. Nous étions choqués, hantés par ce que nous avions vécu. Carlos, d'habitude si stoïque, avait les yeux remplis de tristesse et de colère. De retour à la civilisation, chacun de nous tenta de reprendre le cours de sa vie. Mais l'Amazonie avait laissé une marque indélébile en nous. Pour ma part, je savais que plus jamais je ne mettrais les pieds dans cette forêt. L'aventure qui avait commencé comme un rêve s'était transformée en un cauchemar dont je ne pouvais pas m'échapper. L'Amazonie, avec toute sa beauté et son mystère, avait révélé une de ses facettes les plus sombres, et cela me hanterait pour toujours. Je suis encore sous le choc de ce que je vais vous raconter, et je dois avouer que je n'avais jamais pensé partager une histoire pareille ici. Je suis un voyageur aguerri, et j'ai exploré pas mal de coins reculés dans ma vie, mais ce que j'ai vécu il y a quelques semaines me hante encore chaque nuit. Je ne sais pas si c'était la fatigue, le stress, ou si vraiment, j'ai rencontré quelque chose d'inexplicable. Mais voilà ce qui s'est passé. Je voyageais seul à travers une région tropicale que je préfère ne pas nommer. Le genre d'endroit où le temps semble s'être arrêté, où la nature règne en maître et où les histoires locales sont remplies de légendes aussi fascinantes qu'effrayantes. Après plusieurs jours de marche à travers la jungle, je suis tombé sur un vieux couple qui vivait dans une plantation isolée, cachée au milieu de nulle part. Ils semblaient gentils, bien que légèrement distants, et ils m'ont proposé de rester chez eux quelques jours en échange d'un coup de main à la plantation. La maison elle-même était une ancienne bâtisse coloniale,
magnifiquement décadente, avec de larges balcons en bois et des murs couverts de lierre. Elle semblait sortie d'une autre époque, figée dans le temps. Dès mon arrivée, j'ai ressenti un malaise indescriptible, une sensation de poids sur ma poitrine, mais j'ai mis ça sur le compte de la fatigue. Les premiers signes étranges sont apparus dès la première nuit. Vers minuit, alors que je m'efforçais de dormir dans une chambre au bout d'un long couloir sombre, j'ai été réveillé par des bruits de pas lourds venant du plafond, comme si quelqu'un marchait sur le toit. Je me suis levé pour aller vérifier, pensant que c'était peut-être un animal, mais en sortant dans le couloir, tout était silencieux. Pas un souffle de vent, pas un bruit, juste un silence oppressant qui rendait tout encore plus angoissant. Le lendemain, en aidant à la plantation, j'ai remarqué que le couple ne parlait jamais du passé du lieu. Pourtant, j'avais entendu des histoires en route, des récits de travailleurs forcés, d'esclaves morts de fatigue et de rituels macabres pratiqués pour tenter d'apaiser les esprits tourmentés. Quand j'ai tenté d'aborder le sujet, leurs visages se sont fermés, et ils m'ont dit qu'il valait mieux ne pas évoquer ces vieilles histoires. La deuxième nuit a été bien pire. Je n'avais pas dormi profondément depuis mon arrivée, et chaque bruit me réveillait en sursaut. Cette fois, ce n'étaient pas des pas, mais des murmures. Des chuchotements qui semblaient provenir des murs même de la chambre. J'entendais des voix, mais elles étaient indistinctes, comme si plusieurs personnes parlaient en même temps dans une langue ancienne que je ne comprenais pas. Le plus terrifiant, c'est que je sentais une présence. Ce n'était pas juste une impression. J'ai senti une main glacée effleurer mon bras alors que je m'enfonçais sous les couvertures, paralysé par la peur. Je me suis levé d'un bond, mais il n'y avait personne. Le matin suivant, j'ai essayé de leur dire que je ne me sentais pas bien et que je préférais partir plus tôt que prévu. Ils ont essayé de me convaincre de rester, affirmant que j'avais besoin de repos, mais je ne pouvais plus supporter cet endroit. La journée s'est déroulée dans une atmosphère pesante, et je me sentais constamment observé, comme si quelque chose, ou quelqu'un, me suivait dans l'ombre. La dernière nuit, avant de prendre la décision de partir pour de bon, a été la plus effrayante. Je me suis réveillé en pleine nuit, immobilisé dans mon lit, comme si des mains invisibles me retenaient. J'avais du mal à respirer, et j'ai senti une pression sur ma poitrine, comme si quelque chose essayait de me pousser hors du lit. Les chuchotements avaient repris, plus forts, plus insistants, presque suppliants. J'étais pris de panique, incapable de bouger, de crier, ou même de penser clairement. Après ce qui m'a semblé une éternité, la pression a disparu, et j'ai pu bouger à nouveau. À l'aube, j'ai ramassé mes affaires et je suis parti sans dire un mot. Je n'ai même pas osé regarder derrière moi, de peur de voir ce qui m'avait retenu cette nuit-là. Je suis reparti par le chemin de la jungle, l'esprit embrouillé, terrifié à l'idée que quelque chose puisse me suivre. Je n'ai pas revu ce couple depuis, et je ne retournerai jamais à cet endroit. Ce que j'ai vécu là-bas m'a convaincu que certains lieux sont empreints d'une énergie sombre, et qu'il vaut mieux ne pas réveiller ceux qui y reposent. Depuis, je dors avec la lumière allumée, et même en plein jour, je ne peux m'empêcher de penser à ces murmures dans la nuit. Si jamais vous vous aventurez dans les tropiques, faites attention à où vous mettez les pieds. Certaines histoires locales sont plus vraies que vous ne le pensez. Une fois je suis parti en Amérique du Sud et, en randonnée dans la jungle, je suis tombé sur un boa gigantesque. Je n'avais jamais vu un serpent aussi énorme, il devait faire plusieurs mètres de long, son corps aussi épais qu'un tronc d'arbre. Il était là, enroulé autour d'un tronc, et me fixait avec ses yeux perçants. Les locaux m'avaient averti que parfois des gens disparaissaient ici, et ils accusaient des serpents géants de les emporter dans la jungle, pour ne plus jamais les revoir. Sur le moment, j'ai compris que ces histoires n'étaient pas que des légendes. J'étais complètement paralysé par la peur, incapable de bouger, avec ce monstre juste devant moi. Finalement, il a glissé dans l'eau et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je ne retournerai pas dans cette jungle. Ce que j'ai vu, c'était comme sortir d'un cauchemar, et je suis encore sous le choc. Faites attention si vous partez en randonnée dans des endroits comme celui-ci. Vous ne savez jamais ce qui peut vous attendre. J'avais entendu parler de l'ayahuasca pour la première fois lors d'un documentaire sur les médecines traditionnelles amazoniennes. Ce breuvage, préparé à partir de plantes hallucinogènes, était réputé pour ses effets puissants sur l'esprit et l'âme.
Utilisée depuis des siècles par les chamans pour des rituels de guérison et de connexion spirituelle, l'ayahuasca était devenue une sorte de dernier recours pour des personnes comme moi, cherchant désespérément une solution à des problèmes profondément ancrés. Ma longue dépression résistait à tous les traitements traditionnels, et après des années de thérapies infructueuses, j'avais décidé de tenter cette ultime expérience. Je me suis rendu en Amazonie, un territoire aussi fascinant que terrifiant, avec l'espoir que cette aventure changerait ma vie. Notre groupe était hétéroclite, composé de personnes venues de divers horizons mais partageant le même espoir de guérison. Parmi nous se trouvait un petit groupe de personnes visiblement issues d'un milieu très aisé. Ils portaient des vêtements de marque et des accessoires coûteux, contrastant fortement avec l'environnement austère de la jungle. Notre guide, un gourou spirituel respecté nommé Alejandro, avait une présence apaisante et autoritaire. Il nous expliqua les effets de l'ayahuasca, des visions intenses, une purge physique et émotionnelle, et un potentiel de profonde guérison spirituelle. Alejandro semblait savoir ce qu'il faisait, et sa confiance nous rassurait. Nous étions tous prêts à suivre ses instructions pour ce voyage spirituel. Le soir venu, nous nous sommes réunis dans une hutte traditionnelle en bois, située au cœur de la forêt. La cérémonie commença par des chants rituels et des prières. Alejandro nous expliqua le déroulement du rituel, puis un assistant commença à préparer l'ayahuasca, une potion épaisse et sombre. L'atmosphère était empreinte de mysticisme et d'anticipation. L'un après l'autre, nous avons bu la concoction. Son goût amer et terreux était difficile à supporter, mais nous savions que c'était le prix à payer pour accéder à ses bienfaits. Je m'étais préparé mentalement à affronter mes démons intérieurs, espérant en ressortir purifié et libéré de ma dépression. Alors que j'attendais mon tour, l'un des membres du groupe aisé, un homme d'une trentaine d'années, commença à montrer des signes de détresse. Ses yeux s'élargirent de terreur et il se mit à murmurer frénétiquement. Bientôt, ces murmures se transformèrent en cris. « Un démon » hurla-t-il. « Il veut m'emmener !» La panique envahit la hutte. Les chants s'arrêtèrent brusquement, remplacés par les cris de l'homme. Alejandro tenta de le calmer, mais rien n'y fit. En proie à une terreur incontrôlable, l'homme se leva brusquement et attrapa un long couteau de cérémonie posé sur l'autel. Ce qui suivit fut une scène d'horreur pure. En un instant, il se précipita sur un autre participant, poignardant l'homme à plusieurs reprises avec une frénésie aveugle. Les cris de douleur de la victime se mêlaient aux hurlements du groupe, et je me sentis pétrifié par la peur. Mon cœur battait la chamade, et une sensation de vertige s'empara de moi. Les assistants d'Alejandro se ruèrent sur l'agresseur, luttant pour le désarmer. Le chaos régnait, les participants pleurant et criant, certains essayant de fuir la hutte. Finalement, ils parvinrent à maîtriser l'homme, le désarmant et le plaquant au sol. La victime, gravement blessée, était entourée de personnes essayant d'arrêter l'hémorragie. La tension était à son comble, et l'horreur de la situation nous laissait tous en état de choc. L'agresseur, repris de lucidité, commença à pleurer, suppliant le pardon. Il proposa de payer une somme exorbitante à la victime pour qu'elle ne porte pas plainte, promettant de réparer son acte insensé. Alejandro, tentant de reprendre le contrôle, fit appel à des secours médicaux. La victime fut transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, et nous restâmes tous dans la hutte, tremblants de peur et de confusion. La cérémonie d'ayahuasca, qui devait être un voyage de guérison, s'était transformée en cauchemar. Je quittai l'Amazonie peu de temps après, profondément marqué par cette expérience. La promesse de guérison s'était muée en terreur, et l'image de cette nuit d'horreur resta gravée dans mon esprit. Le voyage qui devait me libérer de ma dépression m'avait laissé avec de nouvelles cicatrices, prouvant que les chemins vers la guérison sont souvent semés d'embûches imprévues. Tout a commencé lors de nos vacances en Asie, avec un groupe de 5 amis. Nous étions à la recherche d'aventures et de découvertes hors des sentiers battus. Un soir, en discutant avec les locaux, on nous a parlé d'une petite île, autrefois habitée, mais maintenant complètement déserte. Les gens de la région l'appellent l'île des disparus. On nous a raconté des légendes sur une civilisation qui aurait mystérieusement disparu, laissant derrière elle des ruines et des secrets enfouis. Évidemment, notre curiosité a été piquée au vif. On a loué un petit bateau le lendemain matin, malgré les mises en garde discrètes du propriétaire du bateau. Il nous a lancé un regard étrange, presque inquiet,
en nous remettant les clés du bateau. J'aurais dû m'en méfier, mais sur le moment, l'excitation prenait le dessus. La traversée jusqu'à l'île a été tranquille, presque trop calme. Une fois arrivé, l'endroit était comme figé dans le temps. Il y avait des ruines envahies par la végétation, des restes d'habitation et des sculptures à demi effacées, toutes témoins silencieuses d'une civilisation autrefois florissante. Le silence sur l'île était pesant, presque oppressant, mais nous étions trop occupés à explorer pour y prêter vraiment attention. C'est en explorant un peu plus loin que nous sommes tombés sur une sorte de gouffre, un trou béant au milieu de l'île, caché par les arbres et la végétation dense. Curieux, nous nous sommes approchés, éclairant l'intérieur avec nos lampes de poche. À l'intérieur, il y avait ce qui ressemblait à une ancienne crypte, remplie de symboles étranges gravés dans la pierre. L'atmosphère est devenue de plus en plus lourde, presque suffocante. C'est à ce moment que l'un de mes amis a commencé à agir bizarrement. Il nous a dit qu'il sentait une présence, qu'il voyait des ombres se glisser derrière les arbres, et qu'il avait l'impression qu'on le suivait depuis que nous avions mis le pied sur l'île. Au début, on a pensé qu'il plaisantait ou qu'il se faisait des idées à cause de l'endroit lugubre, mais plus le temps passait, plus son comportement devenait erratique. Il transpirait, tremblait, et son regard était celui de quelqu'un terrifié au plus profond de son être. L'ambiance est devenue insupportable. On a tous commencé à ressentir un malaise inexpliqué, une sensation d'être observé. On s'est dit qu'il valait mieux partir. On a pris la fuite, retournant en hâte au bateau. En regardant derrière moi, j'ai cru apercevoir quelque chose bouger dans l'ombre des arbres, mais je n'ai pas osé m'attarder pour vérifier. De retour à notre hôtel, on s'est tous sentis étranges, comme si quelque chose de mauvais nous avait suivis depuis l'île. En prenant nos douches, on a découvert que nous étions couverts de petites piqûres. Ce n'étaient pas des piqûres d'insectes ordinaires, mais de minuscules perforations, comme si des micro-aiguilles avaient pénétré notre peau. C'était douloureux et terrifiant, mais ce n'était que le début. Rapidement, nous avons tous commencé à vomir violemment et à souffrir de diarrhée. C'était comme si nos corps rejetaient quelque chose de toxique. Nous avons essayé de boire de l'eau et de nous reposer, mais rien ne semblait nous soulager. Finalement, l'épuisement a pris le dessus et nous avons sombré dans un sommeil profond. Quand je me suis réveillé, j'étais complètement désorienté. Il faisait jour dehors, mais tout semblait flou, comme si j'étais dans un rêve. En sortant de la chambre, j'ai croisé mes amis, tous aussi perdus que moi. C'est là que nous avons réalisé que nous avions dormi 3 jours d'affilée. 3 jours. Personne ne pouvait comprendre ce qui s'était passé. C'est en descendant à la réception que les choses ont pris une tournure encore plus étrange. Le propriétaire du bateau était là, nous attendant avec une expression grave. Avant même que nous puissions dire quoi que ce soit, il a lâché « Vous êtes allés sur l'île, n'est-ce pas ? Je vous avais dit de ne pas y mettre les pieds. » Son ton était celui de quelqu'un qui savait exactement ce que nous avions traversé. Quand nous avons tenté de lui demander ce qu'il savait, il a simplement secoué la tête et nous a dit que l'île était maudite, que personne ne devait y aller, et que ceux qui y allaient ne revenaient jamais indemnes. Il nous a conseillé de quitter la région immédiatement et de ne jamais parler de ce qui s'était passé. Nous sommes partis le jour même, sans demander notre reste. Depuis, on a du mal à dormir, et nous avons tous des cauchemars récurrents, remplis d'ombres et de murmures incompréhensibles. Je ne sais pas ce que nous avons réveillé sur cette île, mais je sais que c'était bien réel, et que ça nous a marqués pour toujours. Ce qui devait être une aventure excitante dans la jungle en Colombie s'est rapidement transformé en un cauchemar dont je me demande encore comment j'ai réussi à m'en sortir. Je voyageais avec un petit groupe de 5 amis, et nous avions décidé d'explorer la jungle colombienne, attirés par la promesse de paysages vierges et d'aventures loin des sentiers battus. Nous avions engagé un guide local pour nous mener à travers la végétation dense, et tout semblait se dérouler à merveille. Les premiers jours, la jungle était exactement ce que nous espérions, mystérieuse, luxuriante et légèrement intimidante, mais jamais au point de nous faire douter de notre sécurité. C'est au 4e jour que tout a basculé. Nous étions en train de traverser une clairière lorsque nous avons entendu des voix. Instinctivement, nous nous sommes arrêtés, pensant que c'était peut-être d'autres randonneurs. Mais en quelques secondes, nous avons réalisé que les hommes qui approchaient étaient armés, et qu'ils n'avaient rien de touriste. Avant même que nous puissions réagir, ils étaient sur nous, fusils pointés,
nous ordonnant en espagnol de rester calme. Notre guide était visiblement terrifié et a tenté de parlementer, mais les hommes n'étaient pas là pour discuter. Ils nous ont fouillés, pris nos téléphones, nos cartes, tout ce qui pouvait leur paraître suspect. C'est là que l'un d'eux nous a dit, d'un ton menaçant, que nous avions pénétré sur un territoire qui ne nous appartenait pas, un territoire où ils conduisaient leurs affaires. C'est à ce moment que la réalité nous a frappés, nous étions tombés sur un réseau de contrebandiers. Des histoires de ce genre circulent en Colombie, mais nous n'avions jamais imaginé que cela pourrait nous arriver. On nous a lié les mains et forcés à marcher plus profondément dans la jungle. Mon cœur battait à tout rompre, chaque pas semblait nous éloigner davantage de toute chance de survie. Ils nous ont amenés dans un campement rudimentaire, dissimulé au cœur de la jungle. Là, nous avons vu des sacs remplis de marchandises illégales et des armes empilées. Nous étions au milieu de quelque chose de bien plus grand que nous, et la panique commençait à s'installer. Notre guide a été frappé lorsqu'il a tenté de plaider pour notre libération, et on nous a ordonné de nous taire. C'était clair, il n'avait aucune intention de nous laisser partir. Il ne pouvait pas se permettre de prendre ce risque. Nous allions disparaître dans cette jungle, comme tant d'autres avant nous, sans laisser de traces. Mais le destin a pris une tournure inattendue. Après des heures d'attente, durant lesquelles nous étions surveillés de près, un groupe de contrebandiers est arrivé en courant, paniqué. Ils parlaient vite, échangeant des regards inquiets. Ce que nous avons compris, c'est qu'une partie de la jungle, où ils ne contrôlaient pas le terrain, était considérée comme maudite, ou du moins dangereuse à un point où même n'osait pas y mettre les pieds. Par chance, notre groupe s'était approché de cette zone interdite. Les contrebandiers, superstitieux ou simplement prudents, ont décidé de nous relâcher plutôt que de risquer de s'aventurer plus loin. Ils nous ont fait comprendre que si nous continuions dans cette direction, ils ne nous poursuivraient pas, mais que nous serions livrés à la jungle et à ce qu'elle cachait. Sans hésiter, nous avons pris cette chance. Ils nous ont coupé les liens et nous ont pointé la direction à suivre, nous avertissant une dernière fois que revenir sur nos pas serait notre perte. Nous avons couru, sans nous arrêter, plongeant dans cette partie obscure de la jungle, prêts à affronter n'importe quel danger plutôt que de retomber entre leurs mains. Les arbres semblaient se refermer sur nous, et chaque bruit devenait une menace potentielle. Mais finalement, après des heures de marche effrénée, nous avons trouvé un sentier qui nous a menés à un petit village en périphérie de la forêt. Épuisés et traumatisés, nous avons été recueillis par les habitants, qui ont immédiatement appelé les autorités. Nous avons quitté la Colombie peu de temps après, incapables de rester un jour de plus après cette expérience. Je n'oublierai jamais ce que nous avons vécu dans cette jungle. La peur, l'impuissance, l'odeur de la terre humide mêlée à celle du danger. Nous avons eu de la chance, une chance que beaucoup d'autres n'ont pas eue. J'étais en croisière dans les Caraïbes avec un groupe de personnes, profitant du soleil et de la mer, quand nous avons repéré un navire à la dérive, flottant sans but au milieu de l'océan. Curieux et inquiet, l'équipage a décidé d'aller voir de plus près. Ils ont envoyé une équipe à bord pour enquêter. Quand ils sont revenus, ils avaient le visage livide. Il n'y avait personne à bord, mais des traces de lutte étaient partout. Le pont était couvert de sang, des éclaboussures macabres sur les murs et le sol, mais pas un seul corps, pas un signe de vie. L'équipage entier semblait avoir disparu dans des circonstances horribles. C'était comme si quelque chose de terrible s'était passé, mais il n'y avait aucun indice pour expliquer ce qui avait pu arriver. Un vieux marin qui se trouvait à bord de notre croisière m'avait raconté, quelques jours avant, une histoire étrange. Il disait qu'il arrivait parfois de croiser des navires vides à la dérive, mais que, dès qu'on s'approchait pour les inspecter, ils disparaissaient sans laisser de traces, comme s'ils n'avaient jamais existé. Je n'avais pas pris ces paroles au sérieux, les considérant comme des légendes de marins, mais maintenant, je ne suis plus si sûr. Après cette découverte, nous avons quitté le navire à la dérive aussi vite que possible, mais une étrange sensation d'être observé ne m'a plus quitté. Je n'arrive pas à me débarrasser de l'image de ce bateau ensanglanté, flottant seul dans l'immensité de l'océan. Depuis, je ne peux m'empêcher de penser que peut-être, ce navire n'était jamais vraiment là, ou que ce qu'il renferme rôde encore, quelque part, prêt à attirer de nouvelles victimes dans ses filets. Je suis un plongeur assez expérimenté, tout comme mon ami Max, avec qui je voyageais en Asie du Sud-Est.
Nous avons tous les deux déjà plongé dans des endroits incroyables, mais rien ne nous avait préparé à ce qui allait se passer cette fois-ci. Nous étions sur une petite île paradisiaque, entourée de récifs de corail d'une beauté époustouflante. Après plusieurs jours de plongée classique, nous avons entendu parler d'une grotte sous-marine qui, d'après les locaux, était absolument fascinante. C'était une petite cavité cachée dans le récif, accessible seulement aux plongeurs expérimentés. Le défi était tentant, et Max et moi avons décidé de l'explorer. Nous avons planifié la plongée minutieusement, vérifié notre équipement et, après avoir obtenu des indications approximatives, nous sommes partis en fin de matinée. Le soleil tapait fort, et l'eau était d'un bleu cristallin, presque trop parfaite pour cacher ce qui allait arriver. Après une descente tranquille, nous avons trouvé l'entrée de la grotte. C'était un passage étroit, un peu sinistre, mais nous étions confiants. En entrant, la lumière a rapidement diminué, et l'atmosphère est devenue lourde, presque oppressante. Mais la grotte elle-même était fascinante, des formations de corail qui semblaient briller d'une lueur propre, des poissons aux couleurs éclatantes qui nageaient à nos côtés, tout semblait irréel. Mais alors que nous nous enfoncions plus profondément, les choses ont pris une tournure inquiétante. Max était devant moi, guidant la plongée, quand soudain, il s'est arrêté net. J'ai vu ses mouvements devenir étranges, saccadés. Il a commencé à se débattre, comme s'il cherchait désespérément à se libérer de quelque chose. En un instant, j'ai réalisé qu'il paniquait, peut-être à cause de l'espace confiné ou de l'obscurité croissante. J'ai nagé vers lui aussi vite que possible, mais avant que je ne puisse l'atteindre, il avait déjà arraché son détendeur de sa bouche, luttant pour respirer. Mon cœur s'est arrêté. Dans une panique totale, j'ai attrapé son bras et tenté de lui remettre son détendeur, mais il était en état de choc, se débattant violemment. J'étais moi-même terrifié, sentant l'air de ma bouteille s'épuiser plus vite à cause du stress. Dans ce moment de panique pure, j'ai essayé de me rappeler tout ce que j'avais appris. J'ai forcé Max à me regarder droit dans les yeux, essayant de le calmer d'un geste ferme mais rassurant. Il a fini par cesser de se débattre suffisamment pour que je puisse remettre son détendeur en place. Mais il n'était pas encore tiré d'affaire. Il respirait de façon erratique, et je savais qu'il ne tiendrait pas longtemps dans cet état. Je l'ai agrippé fermement et j'ai commencé à le tirer vers la sortie de la grotte, priant pour ne pas me perdre dans les dédales sombres et sinueux. Les minutes qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. Tout autour de nous, la grotte semblait se refermer, et chaque seconde passée à chercher la sortie me semblait une éternité. Enfin, j'ai aperçu la lumière de l'extérieur, faible mais rassurante. Nous avons nagé aussi vite que possible vers la surface. Lorsque nous avons émergé, haletant, j'ai senti une vague de soulagement m'envahir, mais elle était mêlée à une terreur sourde. Max toussait violemment, mais il était vivant. Nous avons flotté là, à la surface, essayant de reprendre notre souffle, trop choqués pour parler. L'eau qui nous entourait, si accueillante quelques heures auparavant, semblait désormais lugubre, presque menaçante. De retour sur le bateau, Max n'a pas dit un mot pendant longtemps. Il était encore sous le choc, tout comme moi. Nous avons compris ce jour-là que même les plongeurs les plus expérimentés peuvent se retrouver démunis face à la puissance de la mer et des éléments. Nous avons frôlé la mort, et je n'oublierai jamais cette sensation de terreur pure qui m'a envahi en voyant mon ami se noyer sous mes yeux. Je n'ai pas plongé depuis cet incident. Peut-être que je le ferai de nouveau un jour, mais pour l'instant, je ne peux m'empêcher de penser à ce qui aurait pu se passer si j'avais été un peu moins rapide, ou si nous nous étions perdus dans cette grotte. Je n'avais jamais été du genre à refuser les coutumes locales. J'aimais m'intégrer et vivre pleinement les expériences culturelles, même les plus inattendues. C'est pourquoi, lorsque je suis arrivé dans ce petit village reculé des tropiques asiatiques, j'étais prêt à tout. Le village était perdu au milieu d'une forêt luxuriante, loin de toute civilisation moderne. Les habitants étaient chaleureux, mais leur tradition culinaire était pour le moins inhabituelle. Un soir, après une journée passée à explorer la forêt environnante, les villageois m'invitèrent à un festin en mon honneur. La nourriture était exotique, colorée et incroyablement diverse. C'est alors qu'ils me présentèrent leur plat de résistance, un rongeur local, considéré comme une délicatesse. Mon instinct me criait de refuser, mais je ne voulais pas les offenser. Avec un sourire forcé, j'acceptai l'assiette qu'ils me tendirent.
La viande avait un goût étrange, presque métallique. Chaque bouchée était plus difficile à avaler que la précédente. Dès la première bouchée, j'ai senti quelque chose d'étrange. Une sensation désagréable, comme un avertissement silencieux de mon corps. Mais je continuais, par politesse, jusqu'à ce que l'assiette soit vide. Les jours suivants, je commençais à me sentir mal. Une nausée persistante m'accompagnait du matin au soir. Puis vint la diarrhée, intense et débilitante. Chaque repas était immédiatement rejeté par mon corps, et je passais des heures plié en deux, la tête dans la bassine. Mon poids chuta rapidement, plus de 5 kilos en quelques jours. Mon énergie s'évanouissait, et bientôt, je ne pouvais plus tenir debout sans aide. L'angoisse grandissait à mesure que mes symptômes s'aggravaient. J'étais seul, loin de chez moi, malade dans un village où la médecine moderne était inexistante. Les villageois, bien que compatissants, ne comprenaient pas ce qui m'arrivait. Ils m'emmenèrent finalement à l'hôpital le plus proche, une petite clinique à plusieurs heures de route. À mon arrivée, je fus immédiatement admis. Les médecins, visiblement inquiets, commencèrent une série de tests. L'attente des résultats fut interminable, chaque minute accentuant ma peur. Lorsque le diagnostic tomba, ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais un parasite, un ver intestinal, à cause du rongeur que j'avais mangé. L'horreur de cette révélation me paralysa. Je souffrais d'une phobie des parasites depuis mon enfance, une peur irrationnelle mais bien réelle. L'idée qu'une créature vivait à l'intérieur de moi, se nourrissant de mes organes, me terrorisait. Chaque seconde était un cauchemar éveillé. J'avais l'impression de sentir le parasite se déplacer dans mon ventre, rongeant lentement ma santé. Les médecins furent compatissants mais fermes, il fallait agir vite. Le traitement fut agressif et douloureux. Des médicaments puissants pour tuer le parasite, suivis de procédures pour nettoyer mon système digestif. Les jours suivants furent un mélange d'agonie et de soulagement progressif. Les médecins surveillaient de près ma récupération, m'assurant que j'allais m'en sortir, mais la peur persistait. Je passais des semaines à l'hôpital, chaque jour regagnant un peu de force, mais la peur ne me quittait jamais. L'idée qu'un parasite ait pu vivre en moi m'obsédait. Cette expérience laissait une marque indélébile sur ma psyché. Même après ma sortie de l'hôpital, je restais hanté par des cauchemars récurrents où je sentais de nouveau ce parasite se tortiller en moi. Aujourd'hui, je suis de retour chez moi, loin des tropiques et de leurs dangers cachés. J'ai repris du poids et retrouvé une partie de ma santé, mais quelque chose en moi a changé. Mon goût pour l'aventure et les cultures étrangères est désormais teinté de prudence et de méfiance. Je ne pourrai jamais oublier cette expérience, ni la terreur d'avoir été la proie d'un parasite. Mon corps a guéri, mais mon esprit porte encore les cicatrices de cette horreur tropicale. En tant que Brésilien, j'ai grandi en entendant toutes sortes de légendes, mais celle des encantados a toujours été l'une des plus intrigantes pour moi. Si vous n'êtes pas familier avec eux, les encantados sont des créatures mythiques de notre folklore, surtout connues dans les régions proches de l'Amazonie. Ce sont des esprits de l'eau, souvent décrits comme des dauphins d'eau douce, appelés boto, qui ont la capacité de se transformer en humains. Ce qui rend les encantados si fascinants, c'est leur dualité. En journée, ce sont de simples dauphins, mais la nuit, ils se transforment en des hommes ou des femmes d'une beauté envoûtante. Ils sont connus pour séduire les humains et les attirer vers les rivières, où ils peuvent les entraîner dans leur monde sous-marin. Certains disent même qu'ils emmènent leurs victimes pour les garder auprès d'eux, dans un monde où le temps passe différemment. Dans notre culture, les encantados sont respectés et craints à la fois. Les histoires de gens disparus mystérieusement après avoir été vus avec un étranger près de la rivière ne manquent pas. Et même aujourd'hui, beaucoup de personnes, surtout dans les villages, évitent de nager ou de traîner près des cours d'eau la nuit par crainte de tomber sous leur charme. Pour moi, ce qui est vraiment intéressant avec les encantados, c'est la manière dont cette légende reflète notre lien avec la nature, en particulier les rivières et la forêt. Ces créatures représentent une sorte de rappel que, même si nous pouvons nous sentir en sécurité dans notre monde moderne, il y a des forces anciennes et mystérieuses qui demeurent, et que nous devrions respecter. C'est une légende qui continue de captiver l'imaginaire des Brésiliens, et même si beaucoup la considèrent comme un simple conte, il y a toujours une part de nous qui reste prudente, on ne sait jamais.
Si vous avez déjà entendu parler de la malaria, vous savez probablement que c'est une maladie grave. Mais rien ne peut vraiment vous préparer à ce que c'est que de la vivre, surtout en plein milieu des tropiques. Tout a commencé il y a quelques mois, lorsque je suis parti en voyage dans une région tropicale en Afrique de l'Ouest. J'étais excité par l'idée de découvrir cette partie du monde, avec ses forêts denses, ses villages isolés et sa culture riche. C'était un voyage que je planifiais depuis longtemps. J'avais pris mes précautions, vaccins, moustiquaires, spray anti-moustique. Tout ce qu'on vous dit de faire avant de partir. Les premiers jours se sont passés sans encombre. J'ai exploré des villages, fait de la randonnée dans la jungle, et même participé à des cérémonies locales. Mais au bout d'une semaine, j'ai commencé à me sentir mal. Au début, c'était juste une légère fatigue, un peu de fièvre. Je me disais que c'était probablement dû à la chaleur et au rythme soutenu que je m'imposais. Mais la fatigue s'est rapidement transformée en quelque chose de bien plus sinistre. Je me souviens du moment exact où j'ai compris que ce n'était pas juste un coup de chaleur. J'étais seul dans ma chambre, dans une petite guest-house au milieu de la jungle, quand j'ai commencé à frissonner de manière incontrôlable. Il faisait chaud, mais j'avais l'impression d'être plongé dans un bain glacé. J'ai pris ma température, et elle était alarmante. Les frissons ont été suivis par des vagues de fièvre intense, tellement élevées que je pensais littéralement que mon cerveau allait cuire à l'intérieur de mon crâne. Chaque muscle de mon corps me faisait souffrir, mes articulations étaient en feu. Puis sont venues les hallucinations. Je me souviens m'être recroquevillé sous ma moustiquaire, tremblant de froid malgré la chaleur suffocante de la nuit tropicale. La chambre autour de moi semblait se tordre et se déformer. Les murs pulsaient comme un cœur battant, et j'avais l'impression que des ombres glissaient le long des murs, des formes indistinctes mais menaçantes. À un moment, j'étais convaincu que des insectes géants rampaient sous ma peau, essayant de s'échapper en creusant des tunnels à travers mes veines. Je grattais frénétiquement mes bras, jusqu'à ce qu'ils saignent, mais bien sûr, il n'y avait rien. Les jours suivants sont flous dans ma mémoire. Je me souviens de m'être traîné jusqu'à la réception de l'hôtel pour demander de l'aide, mais je ne savais même plus quelle langue je parlais. On m'a emmené dans une clinique locale, un petit bâtiment en béton au bord d'une route poussiéreuse. L'air était lourd et moite, et l'odeur de désinfectant se mélangeait à celle de la sueur et de la maladie. Ils m'ont diagnostiqué avec la malaria presque immédiatement. Mais ce n'était que le début de mon calvaire. Le traitement a commencé, mais chaque comprimé semblait m'emmener plus profondément dans une spirale de douleur et de confusion. Les médecins me disaient que j'avais attrapé l'une des formes les plus graves de la maladie, probablement Plasmodium falciparum, le genre qui ne pardonne pas. Pendant que j'étais allongé sur ce lit d'hôpital, entre la conscience et l'inconscience, j'ai vécu des choses que je ne souhaite à personne. Je voyais des visages familiers dans les coins de la pièce, m'observant en silence, leurs yeux remplis de reproches. Des amis, des membres de ma famille, tous morts depuis longtemps, me fixaient, comme s'ils attendaient que je les rejoigne. Parfois, je sentais leur présence juste à côté de moi, froide et oppressante. À un moment, j'ai cru voir ma propre silhouette, debout au pied du lit, regardant vers moi avec un sourire sinistre, comme si j'étais déjà condamné. Les nuits étaient les pires. C'est à ce moment-là que les voix commençaient. Murmures indistincts au début, puis des cris étouffés, des pleurs d'enfants. J'étais persuadé que des gens mouraient dans les lits autour de moi, même si la clinique n'était pas pleine. J'entendais des corps être traînés sur le sol, des respirations laborieuses qui s'arrêtaient soudainement. Une nuit, j'ai senti une main froide se poser sur mon front, mais quand j'ai ouvert les yeux, il n'y avait personne. C'est là que j'ai vraiment cru que j'allais mourir. Mais, miraculeusement, je n'ai pas succombé. Après ce qui m'a semblé une éternité, la fièvre a commencé à baisser. Les hallucinations se sont estompées, les douleurs se sont atténuées, et j'ai fini par retrouver mes esprits. J'étais faible, vidé, mais vivant. Quand je suis sorti de la clinique, j'avais perdu beaucoup de poids, et je pouvais à peine marcher. Mais ce n'était rien comparé au traumatisme psychologique que j'avais subi. Même aujourd'hui, des mois après mon retour, je fais encore des cauchemars où je revis ces jours de délire, ces ombres qui me fixent, ces voix qui murmurent dans le noir. Je sais que la malaria est une maladie terrible, mais vivre cette expérience m'a montré à quel point elle peut être vicieuse, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Je vous le dis honnêtement, prenez toutes les précautions possibles si vous voyagez dans des zones où la malaria est présente.
Je ne suis jamais allé dans des tropiques, mais il y a pas longtemps j'ai entendu parler du Wendigo de la jungle amazonienne. Bien que le Wendigo soit principalement associé aux légendes amérindiennes du Nord, une créature similaire est parfois mentionnée dans les mythes de l'Amazonie. Cette créature est censée être un esprit malveillant qui hante les profondeurs de la jungle, attirant les voyageurs égarés et les transformant en cannibales. Certains disent que cet esprit est une incarnation de la jungle elle-même, punissant ceux qui exploitent ses ressources sans respect. Ce qui m'est arrivé lors de mon dernier voyage aux Philippines me hante encore, et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Peut-être que partager cette expérience m'aidera à mettre un peu d'ordre dans mes pensées. Je voyage souvent en Asie, et cette fois, j'avais décidé de découvrir les Philippines, un pays magnifique avec ses plages paradisiaques, ses montagnes verdoyantes, et une culture incroyablement riche. Je suis parti avec un groupe d'amis, mais à un moment donné, j'ai décidé de m'aventurer seul dans une petite ville isolée sur l'île de Mindanao. J'avais entendu parler d'une randonnée vers une chute d'eau cachée, et étant amateur d'aventure, je ne voulais pas manquer ça. Je suis arrivé dans cette petite ville en fin d'après-midi. Les gens étaient accueillants, mais il y avait une certaine réserve dans leur manière de me parler, comme s'ils me cachaient quelque chose. J'ai trouvé un petit gîte chez l'habitant, tenu par une vieille femme qui ne parlait que quelques mots d'anglais. Elle semblait nerveuse, mais j'ai mis ça sur le compte de la barrière de la langue. Le soir, je me suis baladé dans les alentours pour explorer un peu. La nuit tombait vite, et l'obscurité tropicale s'installait avec une rapidité déconcertante. Je marchais sur un sentier en bordure de la forêt, profitant de la fraîcheur du crépuscule, quand j'ai commencé à sentir une présence. Vous savez cette sensation que quelqu'un vous observe, mais quand vous vous retournez, il n'y a rien? C'était exactement ça. J'ai accéléré le pas, mais cette impression ne me quittait pas. Puis, au détour d'un sentier, je l'ai vue. Une silhouette, à peine visible dans la pénombre. C'était une femme, ou du moins, c'est ce que j'ai cru au début. Elle était de dos, sa silhouette frêle, mais quelque chose dans sa posture était étrangement dérangeant. Ses bras étaient longs, trop longs pour être humains, et ils pendaient mollement à ses côtés. Ses cheveux noirs, emmêlés, tombaient jusqu'à sa taille. Je me suis arrêté net. Mon cœur battait à tout rompre. Elle ne bougeait pas, mais je sentais qu'elle savait que j'étais là. Le silence autour de moi était si oppressant que je n'entendais même plus les insectes nocturnes. C'est là que je me suis souvenu d'une histoire que j'avais entendue plus tôt dans la journée, quand un homme du village avait parlé d'une créature appelée la Swang. Il m'avait décrit cette créature légendaire comme un démon métamorphe, qui peut prendre la forme d'une belle femme le jour, mais qui se transforme la nuit en un monstre assoiffé de sang, avec des bras anormalement longs et une langue effilée. La peur m'a cloué sur place. C'était comme si les histoires d'Aswang que j'avais entendues prenaient soudain vie devant moi. J'ai fait un pas en arrière, puis un autre, priant pour que ce soit juste une personne ordinaire et que mon imagination me joue des tours. Mais à ce moment-là, elle a tourné la tête vers moi. Ce que j'ai vu me glace encore le sang. Son visage était partiellement couvert par ses cheveux, mais ce que je pouvais distinguer n'était pas humain. Ses yeux étaient grands, noirs, dépourvus de toute lumière, comme des puits sans fond. Et sa bouche, cette bouche, s'est étirée dans un sourire grotesque, révélant des dents fines et acérées. Je n'ai pas attendu une seconde de plus. J'ai tourné les talons et couru aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. La panique m'étreignait, chaque ombre dans la jungle semblait se mouvoir, se rapprochant de moi. Je pouvais presque sentir son souffle froid dans mon dos, entendre le bruissement léger de ses pas qui semblaient s'accorder au mien. Quand je suis enfin arrivé à mon gîte, j'étais hors d'haleine, trempé de sueur, et terrifié. La vieille femme qui tenait la maison m'a regardé avec des yeux remplis de compréhension et de peur. Elle n'a rien dit, mais elle a allumé une bougie qu'elle a placée près de la fenêtre, murmurant une prière. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque bruit, chaque grincement du bois me faisait sursauter, craignant de voir cette silhouette apparaître dans l'ombre. Le lendemain matin, je suis parti aussi vite que possible de ce village. Je n'ai parlé de ce que j'avais vu à personne, de peur qu'on me prenne pour un fou, mais je savais que ce que j'avais vécu n'était pas juste une hallucination. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu me débarrasser de cette image dans ma tête, de ce sourire effrayant et de ces yeux vides. Même des mois après mon retour, j'ai encore des cauchemars. Les légendes de la Swang sont peut-être des histoires pour effrayer les enfants,
Mais je sais maintenant qu'il y a des choses dans ce monde que nous ne comprenons pas. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.